Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le Togo se dote d'un nouvel organisme de protection du cyberespace. Baptisé Computer Emergency Response Team, l'outil résulte de la collaboration entre l'expert européen de la cybersécurité ASECO Group et le gouvernement togolais. Kigali accueille depuis peu un bureau régional de développement du football de la FIFA. En 2017, l'Organisation mondiale du football a décidé d'établir des bureaux de développement de la FIFA dans le monde afin de mieux servir ses associations membres et en se rapprochant de leurs préoccupations. Et puis, retour en fin d'édition sur les rencontres ayant opposé la Tunisie à la Namibie et le Burkina Faso à la Centrafrique dans le cadre de la CAN des U20 qui se joue actuellement en Mauritanie. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde entame les discussions pour la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale ce lundi. Il a rendez-vous toute cette semaine avec des délégations des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée, mais aussi des responsables de la société civile et des organisations socio-professionnelles. Les consultations se tiennent à l'hôtel du gouvernement. Le Premier ministre Sama Lukonde a promis de réduire la taille du gouvernement. Il était de 65 ministres sous Sylvestre Ilunga. Il devrait être de moins de 45 ministres sous peu. La primature se donne une semaine pour clôturer ces consultations. Identifier, analyser, mitiger les cyberattaques affectant l'État, les citoyens, les entreprises et organisations togolaises. Telle est la mission du nouvel organisme de protection du cyberespace lancé par le Togo. Initiative qui s'arrime avec l'ambition du pays de devenir le leader ouest-africain dans la cybersécurité. Les détails avec Philomentine. Le nouvel organisme de protection du cyberespace togolais dénommé Équipe d'intervention d'urgence informatique est désormais opérationnel. Il s'agit d'un centre national de réponse aux incidents de cybersécurité qui a pour mission d'analyser et centrer les cyberattaques affectant l'État, les citoyens, les entreprises et organisations au Togo. Pour profiter sereinement de la digitalisation des services et de l'administration, les Togolais ont besoin d'avoir confiance dans la sécurité du cyberespace. Le lancement d'un CERT répond aux meilleurs standards internationaux et prouve notre capacité à réaliser nos ambitions. L'organe de protection du cyberespace du Togo offrira également des formations avancées en cybersécurité, en investigation numérique et en crypto-monnaie. Il vise à apporter de la sérénité aux acteurs de l'économie numérique par le biais de la sensibilisation. En réalité, c'est par rapport à la nouvelle menace aujourd'hui que constitue la cybercriminalité et que les pays sont amenés aussi à avoir une sorte d'armée du point de vue cybercriminalité, cyberdéfense. En réalité, le Togo s'inscrit dans cette logique. Aujourd'hui, c'est très facile de déstabiliser un pays en attaquant les infrastructures vitales du pays. C'est une très bonne initiative qui était depuis longtemps dans le pipeline pour que cela puisse aussi permettre au Togo de se défendre de toute agression du point de vue cyber. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est une sorte d'armée de défense militaire, mais du point de vue cybernétique. Par ailleurs, le centre de protection du cyberespace intervient au moment où le gouvernement accélère son programme de transformation digitale visant à moderniser l'économie togolaise. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a procédé dimanche 21 février à un remaniement partiel de son gouvernement, mais sans changement d'équipe majeure. Le premier ministre Abdelaziz Djerad, pourtant critiqué, maintient son poste ainsi que le ministre de la Justice et le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Ont été écartés le ministre de l'Énergie Abdelmadjid Attar et son collègue de l'Industrie Ferhat Haït Ali, très critiqué pour sa gestion du dossier de la relance de l'industrie automobile. Les ministres des Ressources en eau, du Tourisme, de l'Environnement et des Travaux publics quittent également le gouvernement, notant que le chef de l'État a également dissous l'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement, ouvrant la voie à des élections législatives anticipées dans les 6 mois.
Le président nigérien Mahamadou Issoufou achève son mandat sur la concrétisation d'une promesse de son programme politique. Le chef de l'État a inauguré vendredi 19 février le marché central de Tawa, une infrastructure de 1317 boutiques. Après l'incendie qui avait ravagé l'ancien marché, le président nigérien avait promis aux populations un nouveau marché plus moderne. Reportage de notre correspondance à Dolis et Mokhtar. La ville de Tawa, à 600 km au nord-est de Niamey, la capitale nigérienne, dotée d'un marché moderne. Construit sur 3,49 hectares, ce marché qui a coûté près de 20 milliards de francs CFA sur le budget de l'État a été inauguré par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Situé sur le site de l'ancien marché, au centre de la ville de Tawa, le nouveau complexe commercial remplace ainsi l'ancien marché qui datait des années 1940 et ne répondait plus aux normes d'une ville en plein développement. Le marché moderne de Tawa qu'on vient d'inaugurer, comme vous le savez, est le troisième marché moderne après celui de Maradi et de Zender. Cela est, je crois, un témoin du processus de transformation de notre pays. Donc je suis fier en tout cas aujourd'hui d'avoir tenu cette promesse encore en ce qui concerne ce marché moderne de Tawa. Vous avez vu, c'est un marché qui a été réalisé dans le respect des règles de l'art. Composé de 1327 boutiques et rentrant dans le cadre de la modernisation des villes du Niger, la construction de ce marché moderne devra permettre de booster l'économie de la région. Aujourd'hui, la région de Tawa est entrée dans l'histoire avec la mise en service de ce marché moderne qui va vraiment contribuer au renforcement des activités économiques et au raffermissement de nos échanges déjà très fructueux avec nos grands voisins, notamment le Nigeria et l'Algérie. Nous nous réjouissons vraiment et remercions le chef de l'État pour nous avoir dotés de ce marché. Pour rappel, les travaux de construction de ce marché ont été lancés le 27 février 2020. Après qu'un incendie ait ravagé en février 2021 le marché principal de la ville de Tawa et qui a occasionné plusieurs dégâts matériels. Également dans l'actualité, 56 ans après l'assassinat de Malcolm X, la famille de l'ancien militant des droits civiques noirs américains demande la réouverture de l'enquête après de nouveaux éléments rendus publics lors d'une conférence de presse. Des éléments qui impliqueraient la police de New York et le FBI selon un nouveau témoignage. Il s'agit d'une lettre écrite par un ancien policier new-yorkais sur son lit de mort et est autorisée par son cousin à être rendue publique à titre posthume. Feu Raymond Wood y raconte qu'il avait été chargé d'infiltrer l'entourage du leader charismatique. Quelques jours avant son assassinat, il aurait reçu l'ordre de piéger et d'arrêter 2 des gardes du corps du militant noir américain. Le bureau du procureur de New York a fait savoir que la vérification du dossier était déjà en cours. La police a déclaré avoir remis toutes les pièces importantes et le FBI n'a pas souhaité commenter ces nouvelles révélations. Afin de rapidement contrôler la propagation du virus Ebola, les autorités guinéennes annoncent une campagne de vaccination. Cette campagne ciblera principalement les zones les plus affectées par le virus lors de son apparition, comme Zérékoré ou encore Gouéké. Marie-Raphaël Antolo. Suite à la résurgence de la pandémie Ebola en Guinée, les autorités sanitaires annoncent une campagne de vaccination contre le virus. D'après les explications du docteur Mohamed Lamine Yansane, conseiller du ministre guinéen de la Santé, les vaccinations débuteront dès la réception des vaccins dans les premières doses au nombre de 11 000. Pour ce faire, 30 experts en vaccination ont déjà été mobilisés sur place et sont prêts à être déployés dès que les vaccins seront disponibles. La campagne de vaccination est la meilleure réponse à l'épidémie parce qu'elle permettra d'une part de sécuriser déjà les membres des familles des cas déclarés si on constate que ces membres de famille ne sont pas encore atteints. Donc ils seront immunisés et l'État pourra également immuniser l'ensemble des citoyens, ce qui fait que les personnes encore porteuses du virus d'Ebola seront mieux prises en charge et le virus sera isolé
seulement au niveau des cas déjà connus. D'autres pays, à l'instar du Libéria, ont été placés sous état d'alerte, mais pour l'instant, seule la République démocratique du Congo a également enregistré des cas confirmés. En RDC, comme en Guinée, la campagne de vaccination concerne en premier les familles des cas suspects ou confirmés ainsi que le personnel soignant. Au-delà de la campagne de vaccination, il faut un peu plus de prudence, il faut un peu plus de discipline au sein de la population. Il faut déjà que l'État continue le dépistage. Parce que vous imaginez, dans des cas pareils, si on se retrouve avec des personnes déjà atteintes mais qui ne manifestent pas encore la maladie et qu'on les vaccine juste, on n'aura pas résolu le problème. Donc il faut continuer le dépistage auprès des populations qui ne sont pas loin des zones des zones dans lesquelles on a des cas confirmés. Rappelons que la première alerte sur la résurgence de la maladie a été donnée par une infirmière en janvier 2021. Et depuis cette date, 250 cas positifs ont été enregistrés et pris en charge, dont 218 en Nzéri-Koré et 32 à Conakry. Selon le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, Dr Sakoba Keita. Néanmoins, les autorités sanitaires précisent que des dispositions supplémentaires sont en train d'être prises pour que ces vaccins arrivent à Nzéri-Koré dès le 23 février 2021. Le développement à long terme du football en Afrique de l'Est a franchi une nouvelle étape importante avec l'inauguration du bureau de développement de la FIFA à Kigali ce 19 février. C'est en présence du président de l'instance dirigeante du football mondial, Gianni Infantino. Le Rwanda devient ainsi le 4e pays d'Afrique à disposer d'un bureau de développement régional de la FIFA. Mildred Diamant. Le développement à long terme du football en Afrique a franchi une nouvelle étape importante. La Fédération internationale de football association FIFA a ouvert le 19 février 2021 un bureau régional de développement du football à Kigali au Rwanda. La mise en place de cette structure témoigne de la volonté de l'instance dirigeante du football mondial à promouvoir le sport à travers le continent. Ce projet aidera le football est-africain à briller sur la scène internationale. Le nouveau site va permettre à la FIFA d'aider encore plus efficacement les associations de la région dans leur développement. Il existe des projets d'infrastructures d'investissement similaires que nous mettons en œuvre dans les pays voisins, ce qui est l'un des domaines clés des plans de développement de la FIFA. Infrastructures, compétition, développement et éducation, tels sont les piliers de l'action de l'institution. L'ouverture de ce bureau régional qui s'inscrit dans le cadre du programme Forward de la FIFA lancé en 2016 devrait contribuer au renforcement des interactions avec les associations membres de la région est-africaine et permettre de les aider à atteindre leurs objectifs de développement. L'organe a pour vocation de coordonner sur le plan local toutes les activités de développement de la FIFA. La Fédération rwandaise de football est reconnaissante pour la création de ce bureau dans la région, ce qui prouve l'étendue de l'engagement de la FIFA en faveur du développement du football en Afrique. Le choix d'installer cette structure à Kigali nous remplit de fierté. Nous souhaitons réitérer notre engagement à travailler en étroite collaboration avec la FIFA pour utiliser le football comme un moyen de faire progresser les priorités clés de notre région et de l'Afrique. Le Rwanda devient ainsi le 4e pays d'Afrique, après le Sénégal, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie, à disposer d'un bureau de développement régional de la FIFA. Le pays devient également le 11e à disposer d'un bureau du genre dans le monde, aux côtés de l'Inde, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, du Panama, du Paraguay, du Sénégal, de la Barbade, de l'Éthiopie, des Émirats arabes unis et de l'Afrique du Sud. Toujours dans l'actualité sportive, les équipes du Burkina Faso et la Tunisie ont pris une sérieuse option sur la qualification dans le groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans ce 18 février à Nouakchott. Les Tunisiens ont battu les Namibiens 2-0, tandis que les Burkinabés ont dominé les Centrafricains sur un score final de 3-1. Les temps forts de ces rencontres avec Joël Maribalo. Après 2 matchs nuls initiaux, la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, qui se joue en Mauritanie, a permis de décanter les positions dans le groupe B. La sélection tunisienne, très confiante, s'est imposée majestueusement, 2-0 face à la Namibie. La République centrafricaine, qui croisait le fer contre le Burkina Faso, s'est inclinée par 3-1.
Avec donc cette victoire, le Burkina prend la tête du groupe B avec 4 points plus 2, le même que la Tunisie, 4 points également plus 2, mais un but de moins au niveau donc du goal différentiel. On va dire en tout cas que le Burkina Faso est dans le bon tempo pour la qualification pour les quarts de finale et c'est d'ailleurs l'objectif que s'est fixé le sélectionneur national Oscar Barrow. Après un début de match mitigé, l'égalisation du Burkinabé Geoffrey Bazier a été le déclencheur de la victoire du Burkina Faso face à la Centrafrique, 3-1. Avec un match nul à son actif, la Tunisie, qui a retrouvé du mordant, décroche sa première victoire à la CAN des moins de 20 ans en disposant de la Namibie 2-0 grâce à l'adresse du plus jeune joueur de la compétition, Marc Lamti, qui ouvre le score à la 29e minute. L'équipe tunisienne est une équipe qui sur le papier était beaucoup plus convaincante, sauf que aujourd'hui on s'est bien rendu compte que le coach Maher Kanzari a bien compris que la compétition ne serait pas aussi aisée qu'il aurait pu penser. Cette équipe tunisienne dont on attend qu'elle monte en puissance, parce que il faut le dire à suffisance, sur ce qu'elle nous aura offert lors du premier match, on reste sur notre faim et puis après on fera simplement les états. C'est une équipe dont beaucoup d'observateurs disaient qu'elle pourrait dans sa poule passer comme une lettre à la poste, mais on se rend bien compte que jusqu'ici ça aurait été assez laborieux. 2 des 3 meilleurs troisièmes de poule seront qualifiés pour les quarts de finale à l'issue de cette phase de groupe. Le 21 février 2021 sera donc l'occasion pour les 4 équipes de jouer leur va-tout. La Tunisie et le Burkina Faso, avec 4 points, affronteront respectivement la République centrafricaine et la Namibie avec 1 point pour un ticket définitif pour les quarts de finale. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.